Bien le bonjour Internet et bienvenue dans cette vidéo où je vais passer un test sur l'empathie. Alors bien entendu, les tests psychométriques sont passés par les psychologues et le diagnostic est posé par un psychiatre. Mais j'ai trouvé sur Internet un petit test en 40 questions qui va nous permettre de faire un scoring sur le niveau empathique que je développe. Déjà, que nous dit Wikipédia? L'empathie. L'empathie est la reconnaissance et la compréhension des sentiments et des émotions d'un autre individu. Dans un sens plus général, elle représente la reconnaissance de son état non émotionnel tel que ses propres croyances. Dans ce dernier cas, il est plus spécifiquement question de l'empathie cognitive. Dans le langage courant, le phénomène d'empathie est souvent illustré par l'expression « se mettre à la place de l'autre ». Se mettre à la place de l'autre, c'est très important. Par exemple, sur une échelle fictive de l'empathie, si on est proche de 0, on ressemble plutôt à Donald Trump, on est plutôt manipulateur, on n'est qu'à soi-même. On arrive à décoder spécifiquement ce que pense l'autre, mais on va utiliser cette compétence au détriment de l'autre, à ses fins propres et personnelles. Voilà, donc on est à 0 empathie, et à l'inverse, quand on a trop d'empathie, donc on est empathe, ça crée beaucoup d'émotions. Peut-être que je ferai une vidéo sur ça. À l'heure actuelle, hop, allons sur le test. Déjà, j'ai trouvé sur equilibrium.fr, test du quotient empathique, le QE, mesurez votre niveau d'empathie. Donc ce test, c'est un questionnement sur 40 questions. Normalement, il y en a 60 dans la version anglaise et la version publiée dans les revues scientifiques. L'article est tout à fait trouvable sur Internet et ça s'appelle The Empathy Quotient. C'est l'investigation sur les TSA, donc spécialement sur le syndrome d'Asperger, ou sur le haut fonctionnement de l'autisme. Expérience réalisée par Simon Baron-Cohen et Sally Wheelwright. Oh, quel accent de ouf! Alors, donc, questionnaire de 40 questions dans sa version courte. Il est maintenant admis que l'empathie joue un rôle essentiel dans la communication et dans les relations humaines au quotidien. Je vous laisserai lire l'article. L'auteur, c'est Patrick Fornalik, donc il est formateur, coach pro diplômé et coach agile, ingénieur de formation. Je vous renvoie bien sûr à ma vidéo où je traite tous les professionnels de santé, que ce soit psychiatre, psychologue, coach, ce qui va vous permettre de faire votre propre avis si vous désirez consulter ces professionnels de santé. Par exemple, un coach n'est pas forcément psychologue et psychiatre. C'est pas besoin de suivre cette formation. D'ailleurs, à l'heure actuelle, coach, il n'y a aucune législation spécifique pour exercer cette profession. Bien, revenons à notre test. C'est parti. Lancez le test. Bien sûr, je vous propose d'appuyer sur pause, d'aller sur le site faire votre propre test. Le lien est en description en bas de cette vidéo. Moi, je vais faire le propre test. Je vais faire les 40 questions. Je vais parler à haute voix sur personnellement qu'est-ce que j'entends par cette question et qu'est-ce que je réponds. C'est parti. Je peux facilement deviner quand quelqu'un veut entamer une conversation. Oui, de toute façon, ça se voit dans sa physique, de toute façon. Le corps parle beaucoup. Et je vois tout à fait quand une personne, avec insistance, veut parler. Je trouve difficile d'expliquer aux autres des choses que j'ai comprises facilement et qui n'ont pas comprises du premier coup. Pas du tout d'accord. J'arrive à synthétiser et à expliquer des trucs assez compliqués avec des mots simples. Voilà. J'aime prendre soin des autres. Ouais. Tout à fait d'accord. Alors bien sûr, attention, l'effet Barnum et compagnie. J'aime prendre soin des autres. Je suis dans un métier du médico-social. J'essaie de faire des vidéos pour aider les gens sans contrepartie. J'essaie, je pense, de prendre soin des autres. Je trouve difficile de savoir ce qu'il faut faire dans les relations sociales. Alors oui, plutôt d'accord. Moi, je suis un petit peu une personne pas en marge de la société, mais j'ai du mal dans les relations sociales. Il y a tellement de facteurs et tellement de choses qui me paraissent dans une aberration dans le rôle de relations sociales que j'ai du mal à comprendre et donc à m'y sentir bien. On me dit souvent que je vais trop loin quand j'expose mon point de vue dans une discussion. Non, parce que j'arrive à... Non, ça va. Je suis assez... De toute façon, j'avais déjà fait un test de personnalité, si vous vous rappelez, et donc je suis plutôt dans le médiateur. Donc non, ça va. Ça ne m'ennuie pas trop d'être en retard à un rendez-vous fixé à ma... Alors si, moi ça me stresse. Quand je sais que je vais être en retard ou quand je vois que l'heure tourne, même pour un truc totalement absurde, je suis en stress et en panique. Les relations sociales sont si difficiles que j'essaie de ne pas m'en soucier. Ben, je m'en soucie quand même. J'essaie de comprendre comment ça fonctionne. J'ai souvent du mal à juger si quelque chose est grossier ou familier. Non, ça va. Non, ça va. Je comprends ce type de langage. Dans une conversation, j'ai tendance... C'est vrai que là, on a l'impression qu'il y a quand même un questionnement sur les TSA. On sent que c'est un petit peu abordé sur ce versant-là.
Dans une conversation, j'ai tendance à me centrer sur mes propres pensées plutôt que celles sur le monde. Alors, pas du tout. Le mon interlocuteur. Dans une discussion, je suis comme une éponge en fait. J'absorbe les côtés de ce que raconte la personne. Et moi, ce que je préfère quand je prends position, c'est d'avoir le pour et le contre pour pouvoir me faire une idée au plus juste. Et c'est pour ça que je suis une vraie éponge quand mes interlocuteurs pensent, même s'ils pensent différemment de moi, je me mets à sa position et j'essaie de trouver des explications de pourquoi il dit ça. Sauf pour les personnes toxiques et manipulatrices, là je suis alors intransigeant, je suis coupé net. Mais ça c'est une question d'apprentissage au fur et à mesure. Quand j'étais enfant, j'aimais couper des vers de terre pour voir ce qui se passe. Et bah pas du tout. Quand on m'a dit de toute façon qu'un ver de terre, quand on coupe en deux, les deux peuvent survivre, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, ça me suffit de le savoir, j'ai même pas envie de voir le tortiller. Je détecte rapidement si quelqu'un dit une chose qui en signifie une autre. Ouais. C'est vrai que j'ai la capacité de pouvoir décoder le second plan, j'appelle ça. Voilà. Je ne comprends pas comment des choses vexent tant certaines personnes. Alors pas du tout. Parce que je me mets à la place des gens et je me mets aussi à la place à l'instant T, c'est-à-dire en fait en fonction de leur niveau de fatigabilité, leur niveau de stress, leur niveau de vie, est-ce qu'il y a eu un truc et donc je comprends qu'une personne peut se vexer sur diverses choses, d'autant plus si c'est un complexe, si c'est voilà, ça se voit tout de suite hein, sur le regard, que c'est pas le moment d'en parler ou je comprends la vexation. Il est pour moi facile de me mettre à la place de quelqu'un d'autre, ouais. Je prédis assez bien le ressenti des autres, ça va. J'essaie d'utiliser le système multifactoriel pour essayer de comprendre, comme je disais, donc l'instant T, comment va la personne, et le ressenti des autres par rapport aussi à son corps, à son état, voilà, le visage, etc. Ça me permet aussi de créer une norme de ressenti des gens, ça me permet de dire, voilà, si une personne est triste, elle a telle intonation de voix, elle va faire telle mimique sur le visage, et là, j'arrive à décoder les gens qui sont toxiques, qui sont manipulateurs, et en fait, il y a une discordance totale, je dévie, hein, excusez-moi, il y a une discordance totale entre ma norme, c'est-à-dire une personne, par exemple, qui est triste, qui va avoir une intonation spécifique, etc., et une personne manipulatrice va ressembler à une personne triste, mais on sent que c'est surjoué. Voilà, une petite clé comme ça. Dans un groupe, je repère facilement quand quelqu'un se sent gêné ou mal à l'aise. Ouais, ça va, j'arrive à décoder le corps et j'arrive aussi à savoir si elle veut s'incruster ou pas dans ce système de groupe. Si j'offense quelqu'un en parlant, j'estime que c'est son problème, pas le mien. Pas du tout d'accord. Si j'ai offensé quelqu'un, déjà je me culpabilise. Si j'ai pas compris, j'essaie de comprendre pourquoi. Et que c'est tout à fait le mien et que j'ai pas du tout à empiéter sur le bien-être de l'autre, hein, tout simplement. Si quelqu'un me demandait mon avis sur sa coupe de cheveux, je répondrais honnêtement, même si elle ne me plaît pas. Alors, je suis pas du tac au tac, moi. Je suis vraiment plutôt, comme je disais, médiateur. Donc s'il y a une coupe de cheveux qui me plaît pas, à la limite, c'est pas mon problème. Pourquoi j'interviendrais sur sa coupe de cheveux? Je ne comprends pas toujours pourquoi une personne peut être offensée par une remarque. Non, je comprends sur les... Par exemple, imaginons on travaille une personne où on fait une remarque sur un truc et qui se sent très offensée, je comprendrais parce que je prendrais la personne en multifactoriel, comme je dis. C'est-à-dire peut-être que c'est une personne qui s'investit énormément au travail, qui n'a que ça, qui est à fleur de peau, et qu'à la moindre remarque, voilà, elle a un comportement, dès qu'elle a une remarque, elle n'accepte pas. Et je comprendrais pourquoi cette personne est offensée avec ces différents paramètres. Voir quelqu'un pleurer ne me touche pas vraiment. Alors, pas du tout d'accord. Je pense qu'au niveau émotionnel, c'est voir les autres pleurer qui me met dans un état dans un volcan, en fait. Ce qui me touche énormément dans les situations d'émotion très fortes, c'est la réaction des autres qui ont une vive douleur. Et à ce moment-là, je suis vraiment dans un état de débordement. Par exemple, imaginez une personne qui vient de décéder, que je ne connais pas forcément, et que je vois quelqu'un qui est très affecté et très, très, voilà, qui explose émotionnellement.
je suis pas bien non plus, mais vraiment dans un mode où je partage son émotion puissance 1000. Mais j'ai réussi un petit peu à tasser un petit peu ça, avec un faux self. Bref, j'ai fait une vidéo là-dessus, si ça vous intéresse. Je sais plus comment elle s'appelle, mais je la mets comme ça, ici. Je parle bien sûr de la question du faux self. Je ne mâche pas mes mots, ce qui est souvent pris pour de la grossièreté, même si ce n'est pas mon intention. Je suis plutôt d'accord, je mâche plutôt mes mots. Voilà, je suis plutôt du côté médiateur. Donc j'ai fait attention à ce que je dis, à moins que des fois je dépasse la limite parce que je suis toujours sur un ton d'humour et que des fois dans l'humour, ça ne passe pas. Imaginez, je me rappelle de ce moment où Alexandre Astier, alors rien à voir, enfin un petit peu, Alexandre Astier est sur le plateau d'Arthur et à un moment il fait une blague qui visiblement ne passe pas du tout et voilà, c'est ce type de comportement qui peut m'arriver de temps en temps et je suis vite très mal à l'aise suite à ça. C'est dingue qu'ils s'en sortent avec une tendresse. Ouais. Non mais c'est vrai. Je rappelle qu'il ne paye pas ses impôts. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Rien. On va refaire le débat si vous voulez bien. Choqué par cette attitude, je trouve ça très... Moitié du test passé. Alors, 21, en général, je comprends facilement les situations sociales. Alors, les comprendre, oui. Et de toute façon, il me faut les comprendre, sinon je suis perdu. On me dit généralement que je comprends bien les sentiments et les pensées des autres. Ça va, j'ai un décodage qui me permet de faire tout ça. Quand je discute avec quelqu'un, j'essaie de parler de ses expériences plutôt que des miennes. Ah oui, tout à fait d'accord. Moi, c'est... sauf de temps en temps, je n'aime pas du tout parler de moi et je préfère laisser parler l'autre, qui est rendement plus intéressant. Et souvent, je m'excuse en disant ma vie est passionnante quand je commence à parler de moi. Oui, ma vie est passionnante. Ça me bouleverse de voir un animal en souffrant. Oui, tout à fait d'accord, ça c'est clair. Je suis capable de prendre des décisions sans être influencé par les sentiments des autres. Alors, pas du tout d'accord. Et c'est là où c'est une force comme une faiblesse. Je mets beaucoup d'importance sur ce que pense l'autre. Alors, je suis facilement influençable, ce qui est tout à fait... Ouais, c'est clair, hein, j'assume tout à fait. Hein. Et ça me permet d'avoir un avis critique sur ce que je pensais au début. Et comme ça, je peux me remettre en question. Et je peux avancer. Je remarque facilement si quelqu'un est intéressé ou ennuyé par ce que je dis. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Mais, parce que moi, je suis monsieur anecdote. J'adore mettre des anecdotes partout. Alors, des très courtes. Hein. Souvent, je les fais très très courtes et très très concis. Sauf quand je sens que c'est pas le moment. Lorsque je regarde le journal télévisé, je suis triste de voir des personnes qui souffrent. Oui. Et ce qui m'agace actuellement, c'est quand je regarde... La télévision, voilà, je l'ai à la maison, mais je ne le regarde plus. Hein. Je le regarde très très rarement. Je suis sidéré à chaque fois de voir dans le journal télévisé que pour faire venir les gens pour regarder le journal télévisé, il faut utiliser le pathos. Des gens tristes, des gens voilà, qui, suite à une inondation, ont tout perdu, ils pleurent. Je trouve ça, mais d'un voyeurisme voilà, exacerbé. De toute façon, il y a une étude qui a été menée. Il y a un journal qui a fait une publication, un journal, je ne sais plus si c'est en Russie, qui avait fait une publication d'articles que positifs et il s'est vu les chiffres de vente effondrés parce que les gens ils ne veulent pas forcément voir que le monde est bien, etc. Ils veulent peut-être voir qu'il y a plus malheureux qu'eux pour être dans un bonheur précaire. Alors, mes amis me parlent généralement de leurs problèmes car ils disent que je suis très compréhensif. Oui. C'est vrai quoi, j'étais en système confident. Je peux sentir quand je dérange les autres même s'ils ne me disent pas. Oui, c'est vrai, de toute façon, on sent j'appelle ça une atmosphère générale, hein, de toute façon, quand on le sent, même quand on arrive dans une discussion dans un groupe, on sent que rien que l'atténuation des voix ou des trucs comme ça, tu sens que, bon, excusez-moi, je ne fais que passer. Des fois, on me dit que j'exagère quand je charrie les gens. Je suis pas dans un extrême là-dessus, là. On me dit souvent, donc il reste 10 questions, on me dit souvent que je suis insensible, même si je ne vois pas toujours pourquoi. Alors, plutôt pas d'accord. Après, ça dépend de... Par exemple, une personne hyper émotionnelle va effectivement voir dans mes comportements, je dirais pas de l'insensibilité, mais un manquement émotionnel. C'est normal, hein, parce que si la lampe elle est extrême, moi je suis en bas. Après, pour une personne plutôt standard, elle va voir que je suis plus dans un panel émotionnel. Mais voilà. Si je vois qu'il y a un nouveau venu dans un groupe de personnes, je crois que c'est à elle d'essayer de l'intégrer. Pas du tout, je vois pas pourquoi. C'est pas du tout dans la norme
s'auto-intégrer. Après, ça dépend de la capacité à la personne de pouvoir s'intégrer. Je veux dire, si au niveau social, je la sens à l'aise, j'ai aucun intérêt à m'intégrer dans ce système de pouvoir l'intégrer socialement, puisqu'il sait faire automatiquement. Après, si ce nouveau venu essaie de s'intégrer, j'essaye effectivement de pouvoir lui tendre la perche. Plutôt d'accord. Cependant, je l'intègre, mais de façon à ce que aussi il puisse être dans sa zone de confort. Parce que si je lui dis, tiens, bah viens voir, et qu'il me fait, c'est même pas la peine, je lui dis, ok, excusez-moi, Charlie. D'habitude, je ne m'implique pas émotionnellement lorsque je regarde un film. Ah, pas du tout d'accord. Alors moi, je suis happé dans les films, surtout s'il y a de belles images, un scénario émotionnel qui tient la route, et une musique, parce que je suis très auditif. Je suis plus auditif que n'importe quoi. Là, je suis transporté. Par exemple, Soul, là, qui est passé il n'y a pas longtemps de chez Pixar, c'est un chef-d'œuvre émotionnel. Moi, j'adore. Quand il y a plus de profondeur que genre il y a une princesse qui veut être sauvée par un prince, non, je préfère quand il y a vraiment une profondeur émotionnelle dans le truc. Pixar y arrive très bien. Voilà. Je peux me mettre à l'écoute du ressenti des autres rapidement et intuitivement. Ça va. Ouais, j'arrive. J'arrive. Je peux facilement comprendre ce que quelqu'un veut dire. Entre ce que quelqu'un veut dire et ce que quelqu'un veut réellement dire, c'est différent. Parce que je suis plus à décrypter ce que quelqu'un veut réellement dire plutôt que ce que quelqu'un veut dire. Voilà, si quelqu'un dit ouais, non, je suis tout à fait d'accord, ça me va. Vous avez vu, j'ai fait. Mon corps a fait. Excusez-moi. Mon corps a fait. Non. Moi, je décrypte plutôt le non, ça me va pas du tout. Plutôt que ça va, ouais, c'est cool. Je peux deviner si quelqu'un masque ses émotions. Ouais. Je n'essaie pas de déchiffrer de façon consciente les règles du jeu dans les situations sociales. Alors, pas du tout d'accord. Moi, il me faut que ça soit des règles conscientes. Comme je dis souvent, ce qui paraît simple pour les uns me paraît compliqué, et ce qui est compliqué pour les uns me paraît tellement simple pour les autres. C'est-à-dire que moi, je peux vous écrire une symphonie orchestrale de 10 minutes assez facilement, mais aller faire des courses, c'est plus simple. Et souvent, on me dit « Ah, bravo, t'as fait un machin, t'as fait de la musique, t'as fait des vidéos, etc. » Pour moi, ça me paraît tellement simple, mais des trucs tellement basiques, par exemple, aller voir des gens, etc., ça me paraît tellement plus compliqué à faire qu'il faut que je déchiffre consciemment la façon de fonctionner et les règles du jeu. Je ne suis pas bon pour prédire ce que quelqu'un va faire. Alors, pas du tout d'accord. Souvent, j'arrive à comprendre ce qui va se passer. J'ai tendance à m'impliquer émotionnellement dans les problèmes de mes amis. Bah, de toute façon, oui, ça fait des choses. À partir du moment où si tu es confident et si tu intègres différentes choses émotionnelles de l'autre, tu t'impliques émotionnellement, effectivement, sur sa partie de la vie. Habituellement, je comprends le point de vue des autres, même si je ne partage pas. Alors oui, tout à fait d'accord. Et justement, c'est le regain du fait qu'au niveau social, de pouvoir discuter avec les autres, parce qu'en fait, ils ont un point de vue qu'ils peuvent te partager, qu'ils sont pour ou contre toi, peu importe, enfin pour ou contre ce que tu penses. Et ça, c'est hyper important et constructif si on arrive à intégrer le fait que ce que l'on pense n'est pas la vérité, et ce que l'on recherche, c'est d'avoir un avis juste. Et à partir de ce moment-là, vous créez une chaîne qui s'appelle Point de vue, et vous parlez de plein de trucs. Suivant. Hop là. Alors bien sûr, je suis un homme. Vos résultats. Le test d'évaluation du quotient empathique, le QE, publié par professeur de psychopathologie Simon Baron-Cohen, est régulièrement utilisé pour une mesure générale de l'empathie dans les populations. Donc, je répète, les tests psychométriques sont faits par des personnes agréées de type psychologue, et le diagnostic est posé par un psychiatre. Donc, mon quotient empathique est de 66 sur 80. L'analyse, votre score d'empathie est très supérieur à la moyenne. Vous avez une très bonne capacité à comprendre le ressenti des autres et à y répondre de manière appropriée. Vous savez comment traiter les gens avec attention et sensibilité. En moyenne, la plupart des femmes ont un scoring autour de 47 et les hommes de 42. Les personnes qui obtiennent un score élevé d'empathie ont tendance à avoir une meilleure intelligence émotionnelle. De plus en plus de professionnels se penchent sur les bénéfices que pourrait apporter le développement de l'empathie en entreprise. Meilleure efficacité dans la com, meilleure cohésion du groupe, plus de créativité et de meilleure intuition, développement d'intelligence collective des situations. Alors après, bien sûr, il fait ça comme, si c'est pas à mon goût, je peux travailler, un coach me permettre de travailler sur ce point-là. Moi, ce qui me pose problème, ça c'est une réflexion personnelle, c'est que j'ai toujours du mal à voir
de la positivité dans un scoring en points et 1. Par exemple, j'ai toujours du mal à concevoir que l'on puisse se focaliser sur un chiffre. Par exemple, imaginez un élève du lycée qui a une moyenne de 10 sur 20. On va dire qu'il est moyen. Or, cependant, il excelle dans les matières, par exemple, de cette moyenne découle en fait du fait que en maths, il a toujours 20 sur 20 et en sport, il a 0 sur 20. Et donc la moyenne, c'est 10. Est-ce que vous pouvez dire à l'heure actuelle que c'est encore une personne qui est du niveau moyen? Eh bien non. C'est pour ça que j'ai toujours du mal à voir dans un résultat avec un chiffre tout le potentiel de la personne. Maintenant, je ne suis pas au-dessus suite à ce scoring. Je ne suis pas au-dessus des gens en disant voilà, j'ai la moyenne supérieure au niveau de l'empathie. Parce que d'une part, je ne me sens pas supérieur, et d'autre part, rappelez-vous, le scoring plutôt vers 0, genre Donald Trump, là. C'est pas mon truc d'essayer de me valoriser sur un truc qui m'arrive. En plus, je dirais également que un haut scoring d'empathie, c'est pas forcément la belle vie, comme ils disent, effectivement, il y a une intelligence émotionnelle exacerbée. Non, c'est plutôt... Ça dessert totalement dans les groupes sociaux, parce qu'à ce moment-là... on va pas exploser émotionnellement à chaque fois devant des personnes inconnues ou des personnes qui ne peuvent pas comprendre ce que l'on puisse vivre au niveau émotionnel. C'est pour ça qu'il existe le faux self, j'ai fait une vidéo d'ailleurs, je reviens là-dessus, qui vous permet de intérioriser tout ce système effectivement d'explosion émotionnelle. Et comme je le dis, au niveau émotionnel, c'est souvent... durant l'enfance, quand on est hyper émotif émotionnellement, on le cache souvent quand on arrive dans le champ de guerre du lycée ou du collège. C'est à ce moment-là où les expériences sont totalement macabres, parce que un enfant qui est émotionnellement très sensible va être la risée, et souvent on va se focaliser sur lui pour le décrier et pour se moquer. Et à ce moment-là, l'enfant n'a d'autre choix que de créer un faux self pour justement dissimuler ce système émotionnel. Je pense vous dire que l'exemple même de ma vie peut être éclairer certains, c'est-à-dire que moi j'étais hypersensible, j'avais cette faculté aussi de pouvoir l'écrire sur les poèmes, sur des trucs comme ça, sur de la poésie, sur de l'amour, etc. J'avais hautement des choses émotionnelles très importantes. À partir du moment où on a tout cassé durant mon collège et mon lycée, j'ai commencé, effectivement, cette petite flamme s'est éteinte. Là, je recommence un petit peu à retrouver ce côté émotionnel où c'est dur, parce que le faux self pendant 15-20 ans, c'est compliqué, mais j'y travaille énormément. En tout cas, oui, le côté positif au niveau intelligence émotionnelle dans les entreprises, alors ça crée un petit peu de marginalisation de comportement, mais ça permet aussi d'avoir un entrain positif de toute l'équipe. Ça permet de mieux se comprendre, ça permet aussi de toucher du doigt des comportements ou des choses que les autres ne voient pas forcément. Et plus on a de capacité d'intelligence émotionnelle, donc avec un QE plus développé, plus on arrive à communiquer avec les gens. Et souvent, le bon moyen que j'ai trouvé, bien sûr, dans mes nombreuses péripéties, je trouve que l'humour est tout à fait adapté à la communication avec l'autre. Voilà, cette vidéo se termine. N'hésitez pas à partager votre point de vue dans cette vidéo, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Est-ce que ce test vous intéresse à le faire? Voilà, le lien est dans la description. Moi, je l'ai fait tranquillement, j'ai essayé d'apporter des explications de pourquoi ci, pourquoi ça. Personnellement, le scoring ne m'apporte rien du tout, ça ne change rien du tout. Comme je l'ai dit quand j'ai passé le test de la personnalité, le principal, c'est de pouvoir répondre aux questions et pas forcément d'avoir le résultat derrière. Le but, c'est de se poser tranquillement dans sa vie et d'essayer de s'auto-analyser d'une version subjective. Parce qu'à ce moment-là, on essaie de se comprendre et on essaie de trouver des mots à des choses, des émotions que l'on n'a pas forcément réussi à faire depuis. Cette vidéo touche à sa fin et moi je vous dis à très vite.